Cette histoire va surprendre tout le monde. Le 16 juillet 2010, un homme se promenait avec ses chiens dans la forêt de Cordon, dans la ville de Pico Trancado. Il a trouvé une jeune femme sans vie. C'était Johanna Casas, âgée de 20 ans, qui était connue de tous dans la ville, car elle avait déjà été élue Miss. Rapidement, l'affaire a eu un grand retentissement et a été résolue par la police locale, qui a arrêté l'ex-petite amie de Johanna, Vitor Cingolani, qui, devant un jury, a été reconnu coupable. Mais le plus choquant dans cette histoire, jusqu'alors, c'est que la sœur jumelle de Johanna, Edith, a épousé Vitor quelque temps plus tard. Et oui, l'homme condamné pour la mort de sa propre sœur. Mais cette affaire ne se résume pas qu'à cela. Il y a un rebondissement qui va certainement surprendre tout le monde. Je suis Marco Campos, soyez tous les bienvenus. Ici, chaque semaine, il y a de nouveaux contenus. Donc si vous aimez les histoires tivrées, suivez-nous ici, activez la cloche des notifications, commentez même si ce n'est qu'un emoji, car cela aide beaucoup à nos productions. Et sur les autres réseaux, vous pouvez me trouver sous le nom de moi, Marcos Campos. D'accord ? Regardez les amis, vraiment, cette histoire est l'une des plus sinistres, étranges, perturbantes. Jamais racontée, pour diverses raisons, d'accord ? Il y a la question des enquêtes qui ont été pour le moins précipitées, pour ne pas dire plus. Et le plus bizarre dans cette histoire, c'est la façon dont les parents de Johanna et d'Edith, qui étaient jumelles, ont traité l'une d'elles. Tout est très très sombre autour de cette affaire qui a fini par entraîner la mort d'une personne innocente. N'est-ce pas ? Comme toujours, une histoire criminelle très triste, mais avec des éléments vraiment insolites. C'est Marcos Campos, d'accord ? Ne vous trompez pas. Johanna Elizabeth Casas et Edith Johanna Casas sont nées le 19 juillet 1990. Elles étaient les filles de Marcelina Orediana et Valentin Casas. En général, n'est-ce pas, les amis, quand on voit des cas comme ça de frères ou de sœurs jumelles qui se ressemblent beaucoup, aussi bien physiquement que dans leur personnalité. Elles portent généralement les mêmes vêtements, n'est-ce pas ? Elles suivent les mêmes carrières, ont les mêmes coupes de cheveux, et certaines vont même jusqu'à se marier en même temps. Bien sûr, pas avec le même conjoint, mais vous avez compris, n'est-ce pas ? Tout cela montre que les jumeaux ont un lien d'amitié qui va au-delà des liens familiaux. Ce sont vraiment des personnes très soudées. Mais dans le cas de Johanna et Edith, elles étaient complètement différentes l'une de l'autre. Pas physiquement, n'est-ce pas ? En termes de personnalité. Johanna a été décrite comme très extravertie, enjouée, déterminée, toujours en tête des projets qui apparaissent. Elle n'avait pas honte de parler en public. Elle se faisait des amis très facilement, elle aimait porter des vêtements très féminins, se maquiller et elle se souciait beaucoup de sa beauté. En revanche, Edith était introvertie. Elle était timide, silencieuse, du genre direct et concise, tu vois, entre guillemets. Pour discuter, elle allait droit au but. Elle préférait des vêtements confortables et ne se souciait pas trop du maquillage, tu vois. Et elle préférait rester seule. Dans ce cas, au lieu que les parents acceptent qu'ils avaient deux filles physiquement semblables, mais avec des personnalités complètement différentes, tenez-vous bien, ils ont en fait commencé à flatter Johanna et à critiquer sévèrement, y compris Edith. Johanna rêvait de devenir mannequin, une idée qui, bien sûr, a été largement soutenue par les parents. Ils ont alors investi dans la carrière de mannequin de leur fille. Ils emmenèrent Johanna participer à différents types de concours de beauté, y compris des concours municipaux et même régionaux. Parfois, elle est même partie à l'étranger pour ces concours. Elle aurait même gagné plusieurs de ces compétitions plusieurs fois. La plus importante, c'est quand elle est devenue Miss Buenos Aires. Et elle, en rentrant chez elle à Pico Trancado, qui est une province de Santa Cruz, là en Argentine, est devenue connue de tous les habitants de la région comme la jeune Miss. Pendant ce temps, Edith, même si elle avait la même beauté physique que sa sœur, refusait de participer aux événements et concours. Ce qui rendait leurs parents. C'est pas. On va dire qu'on est contrariés. Ils étaient même furieux dans certaines situations, disant que la seule fille dont ils étaient fiers était Jeanne. Malgré tout cela, les deux sœurs s'entendaient bien. Elles étaient proches et complices, jusqu'à ce que quelque chose se produise. C'était le 16 juillet 2010.
lorsqu'un dresseur de chiens se promenait, entraînant quelques-uns de ses chiens dans une zone de champ ouvert près de la forêt de Cordon, à environ une demi-heure du centre-ville de Pico Troncado. Et pendant l'une des activités, l'un des chiens s'est dirigé vers un endroit et s'y est rapidement rendu. Et quand l'homme est arrivé, il a reconnu là les restes. Le corps d'une jeune femme qui avait clairement 2 blessures par balle. Les autorités l'ont bien identifié, non? Elles ont été appelées et ont identifié ce corps comme étant Johanna Casas, âgée de 20 ans. Et sa mort a profondément bouleversé tous les habitants locaux. Une expertise minutieuse a alors été réalisée sur place. Et toutes les choses qui se trouvaient à proximité ont été recueillies, y compris un disque vinyle et un mégot de cigarette qui se trouvaient à côté de la jeune femme sans vie. Mais aucune de ces preuves n'offrait une piste concrète, disons, pour que l'enquête puisse avancer. Le mégot de cigarette était l'objet le plus précieux, n'est-ce pas? En termes d'expertise à ce moment-là, c'était l'objet le plus important. Parce qu'il pouvait y avoir des résidus, des traces biologiques, et c'est pour cela que ce mégot a été envoyé pour analyse. Mais à l'époque, c'était un examen très long, n'est-ce pas? Il fallait passer par beaucoup de démarches administratives avant que le résultat ne soit communiqué. C'est pourquoi l'affaire resterait en suspens pendant longtemps. Cependant, malgré le peu de preuves, les enquêteurs ont poursuivi l'enquête, n'est-ce pas? Ils se sont en quelque sorte fiés aux soupçons, évidemment. Dans des cas comme celui-ci, où le corps d'une femme est retrouvé avec 2 balles, le premier suspect a été son ex-petite amie. Dès le début, les enquêteurs pensaient que le responsable de ce crime était Vitor Cingolani, 27 ans, un ouvrier pétrolier avec qui Johanna était sortie pendant 1 an et demi. C'était entre 2005 et 2006. Les soupçons envers Vitor sont apparus car il était réputé pour sa forte personnalité. L'homme, parfois, se retrouvait impliqué dans des bagarres et des disputes et il fréquentait des personnes liées au monde du crime. Quelques jours plus tard, c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Dès le début de l'enquête, ces soupçons sont apparus. Alors que Vitor était encore sous enquête pour la mort de Johanna, il a fini par être arrêté après s'être impliqué dans une bagarre. Donc ça a un peu créé une opportunité, tu vois. Et les policiers ont interrogé Vitor à propos de l'affaire Johanna. Et il a présenté 3 alibis. Une femme qui était avec lui la supposée nuit où tout s'est passé dans un casino, ainsi que 2 policiers qui travaillaient là comme agents de sécurité du casino, qui auraient même parlé avec Vitor cette nuit-là. Les enquêteurs de l'affaire ont dit qu'ils n'ont pas accepté le témoignage de cette femme parce qu'ils pensaient qu'elle mentait. Elle avait prévu quelque chose avec Vitor. Et les 2 policiers qui étaient là pour assurer la sécurité du casino ne se sont pas présentés pour témoigner. Et, les gars, je vais même vous demander de noter ça dans votre carnet de preuves. Regardez comme c'est classe, il y a un petit carnet de preuves ici. Notez bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on devra ensuite rassembler pour tirer nos conclusions sur cette histoire. Tu vois, comment le gars, avec 2 policiers présents pour la sécurité, bon, ils n'étaient pas en service, ils faisaient juste un petit boulot à côté, non? Comment se fait-il qu'ils ne se présentent pas pour témoigner? Comment ça? Il y a cette possibilité en Argentine? Je ne savais pas. Tant pis, je n'y vais pas. S'il est convoqué pour témoigner, il doit y aller, non? Tout ça est très étrange, notez-le. Eh oui. Donc de cette manière simpliste, simplifiée, Vitor n'avait pas, selon la police et les enquêteurs, un alibi qui le disculpait vraiment, n'est-ce pas? Pour l'enquête, il n'avait vraiment pas la preuve qu'il n'était pas sur la scène du crime quand tout s'est passé. Ainsi, la prochaine étape des enquêteurs a été d'emmener un chien renifleur, en fait plusieurs chiens renifleurs, jusqu'à l'endroit où Johanna a été retrouvée. Leur objectif était de savoir si ces chiens pouvaient flairer, sentir quelque chose là-bas, avec l'odeur de Vitor. Lors des 2 premières recherches avec les chiens, rien n'a été trouvé ni découvert. Mais lors d'une 3e fois, c'est-à-dire qu'ils insistaient là-dessus, n'est-ce pas? Les enquêteurs ont emmené les chiens là-bas à nouveau. Et il est dit que l'un de ces chiens a suivi une odeur de Vitor à cet endroit. Cette piste olfactive est allée jusqu'à une zone là-bas qui se trouvait à environ 3 ou 4 mètres de l'endroit exact où le corps avait été retrouvé. Le problème, c'est que lors de cette 3e tentative de prouver quelque chose, rien n'a été filmé. Il n'y avait aucune preuve que, en fait, le chien avait flairé Vitor sur la scène du crime. En dehors de la parole des policiers eux-mêmes, qui est certainement quelque chose dont on ne devrait pas douter, n'est-ce pas? Mais c'était tout à ce moment-là. Et cela a suffi, c'était suffisant pour que l'affaire continue.
Le parquet a accepté que Victor était sur la scène du crime. Et ça, les gars, c'était une des seules preuves qu'ils avaient contre Victor. Lors de son procès, début 2011, il a été reconnu coupable de l'homicide de Johanna Casas, son ex-petite amie, et condamné à 13 ans de prison sans libération conditionnelle. Il est évident, comme je l'ai mentionné au début de l'histoire, que la police était très pressée, n'est-ce pas, de résoudre rapidement cette affaire. L'ex-petite amie? Ah, ça doit être lui-même, n'est-ce pas? Cette histoire des chiens qui auraient soi-disant flairé Victor sur la scène du crime est aussi, pour le moins, étrange et solidaire. Puisqu'il n'y avait pas d'enregistrement visuel de l'action, seule la parole des officiers a été prise en compte dans ce cas. Comme je l'ai dit, pour quelles raisons leur parole serait-elle remise en question? Vous croyez que c'est fini? Attendez, il reste une histoire à raconter. Très bien. En décembre 2012, plus de 2 ans après le crime, tous les médias argentins ont annoncé qu'Edith Casas, la sœur jumelle de Johanna, épousait nul autre que Victor Cingaloni, l'homme condamné pour la mort de sa propre sœur. La nouvelle a fait grand bruit dans les médias et tous les journaux parlaient de cet événement. Ils disaient qu'Edith avait une relation pathologique, qu'en réalité elle voulait remplacer sa sœur et qu'elle n'était pas bien psychologiquement. Après tout, comment aurait-elle pu aimer quelqu'un qui avait tué sa sœur? Et dans cette même logique, les parents d'Edith allaient dans ce sens. Pour eux, n'est-ce pas? Marcelina et Valentine. Cette attitude était jugée monstrueuse, provocante. Et ils ont alors commencé à attaquer leur fille en utilisant les médias. Là, je me demande, l'attaquer encore plus? Et je vous rappelle ici, le traitement réservé à Edith a toujours été très bizarre, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Maintenant, si elle était vraiment traitée comme ça, on ne peut pas l'affirmer. On s'appuie ici sur les sources, mais comme diraient les plus expérimentés, il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? À un certain niveau de conscience, peut-être, je dirais même, c'était peut-être vraiment une provocation d'Edith envers ses parents. Ou bien savait-elle quelque chose que personne d'autre ne savait? Valentin, son père, a même affirmé qu'Edith a toujours jalousé sa sœur. Qu'elle faisait cela parce qu'elle voulait devenir Johanna et qu'il croyait qu'Edith avait même été la mentor du plan de mort de sa fille. Qu'elle et Victor ont fait ça pour se débarrasser de Johanna, afin qu'il puisse en prendre sa place. Valentin a également affirmé que la seule fille dont il avait toujours été fier était Johanna, que Johanna serait au paradis et qu'Edith brûlerait en enfer au moment venu à cause de ses choix et de ses actes. Mais il y a une parenthèse dans cette histoire que je dois vous raconter. Johanna avait effectivement eu une relation avec Victor entre 2005 et 2006. En même temps, Edith avait une relation avec un autre homme et les quatre sortaient ensemble à plusieurs reprises. Ils s'entendaient même bien. Quand Johanna a rompu avec Victor, Edith a continué à parler avec lui. Après tout, pendant 1 an et demi de relation entre la sœur et Victor, et entre Edith et cet autre homme, ils sortaient ensemble. Bref, ils étaient amis. Mais 1 an après tout ça, vers la mi-2007, ils se sont rendus compte, c'est-à-dire Edith et Victor, qu'ils s'aimaient l'un l'autre. Ils étaient amoureux et voulaient être ensemble. Alors, Edith est allée parler à sa sœur de ce qui se passait avant de prendre une décision. Et Jeanne a simplement répondu qu'elle était déjà adulte et qu'elle pouvait faire ce qu'elle pensait être le mieux. Alors, Edith a commencé une relation avec Victor et après cela, Jeanne a commencé à s'éloigner de sa sœur. Et Joey, pour les parents, comme vous pouvez déjà l'imaginer, cela n'a pas été bien vu. Surtout parce que c'est à cette époque qu'ils ont commencé à penser qu'Edith était jalouse, et qu'elle n'était sortie avec Victor que parce qu'elle voulait prendre tout ce que Jeanne avait. Elle voulait être elle, peu importe cette pensée maladive. Mais la relation d'Edith et Victor n'a pas duré. 1 an plus tard, en 2008, Victor a rompu avec elle. Car, d'après ce qui est rapporté, il souhaitait d'autres relations, profiter davantage de la vie sans blesser Edith. Après cela, ils se sont donc éloignés l'un de l'autre. Au moment où le crime a eu lieu, Edith ne parlait plus à Victor, mais elle a assisté à son procès. Et elle a affirmé qu'elle avait été forcée par sa famille d'écrire une lettre qui a même été présentée au tribunal, disant que Victor l'avait violée, qu'il avait emmené Edith au même endroit où Jeanne avait été assassinée. Elle affirme aussi que ses parents ont commencé à la forcer à faire des choses qu'elle n'aimait pas pour qu'elle ressemble et agisse comme Jeanne. Mais ils n'étaient pas satisfaits d'elle, alors ils ont commencé à l'ignorer.
Donc, quelques années plus tard, elle en a eu assez de tout ça, elle a quitté la maison de ses parents et est allée vivre avec une femme appelée Claudia, qui, à l'époque, était sa meilleure amie et la sœur de Victor. Après avoir déménagé, donc, vers la mi-octobre ou novembre 2012, Edith est allée rendre visite à Victor pour la première fois après plus de 4 ans sans se parler. Et, dès qu'ils se sont vus, ils ont réalisé qu'ils étaient encore amoureux et ont fini par reprendre leur relation. Edith a fini par découvrir que, pendant les 2 années où Victor était en prison, il lui avait écrit plusieurs lettres qui ne lui ont jamais été remises. Parce que les parents recevaient ces lettres et les renvoyaient, c'est-à-dire qu'elles étaient retournées à la prison. À ce moment-là, ils ont donc décidé qu'ils se marieraient en décembre de la même année. Et cette nouvelle a choqué tout le monde, n'est-ce pas? Marcelina, la mère, a même engagé un avocat pour empêcher l'union, affirmant que sa fille était folle et souffrait de troubles mentaux. Alors, par une décision de justice, le mariage a été suspendu, jusqu'à ce qu'une série d'examens soit réalisés pour prouver qu'Edith avait sa santé mentale préservée. L'examen a été réalisé en janvier 2013, au cours duquel il a été prouvé qu'Edith était parfaitement saine, en excellente santé, et qu'elle n'avait aucun problème, ni psychologique, ni psychiatrique, ni physique, rien du tout. Ainsi, elle a été autorisée à poursuivre le mariage. Le mariage a eu lieu le 14 février 2013, jour de la Saint-Valentin en Argentine. Vous avez compris la référence? Seule la famille de Victor était présente. Victor portait un costume tandis qu'Edith a brisé la tradition en se mariant dans une robe rouge courte. Ah, Edith aimait bien provoquer un peu, mais je ne peux pas lui donner tort, mec. Quel traitement de la part de ses parents! Je vais tout vous raconter ici. Je fais des expressions d'indignation et de surprise car je connais déjà l'histoire, mais quand vous la saurez, vous serez d'accord avec moi. Très bien. Quand ils sont sortis du bureau d'état civil, non? Ils se sont mariés et tout le reste, les mariés ont été accueillis par l'opinion publique sous une pluie de pierres et d'œufs, n'est-ce pas? La population était complètement abasourdie par tout ce qui se passait. Et ils pensaient même que c'était l'œuvre du démon. Surtout avec Edith en robe rouge à ce moment, non? Victor purgeait encore sa peine, non? Il a quitté le bureau d'état civil, est allé à la prison et Edith est rentrée chez elle. Donc, contrairement à ce que beaucoup de médias ont rapporté, Edith n'a pas commencé sa relation avec Victor seulement après le crime contre sa sœur. Mais en réalité, ils avaient déjà été en couple bien longtemps avant. Pendant tout ce temps, depuis le début, Edith a toujours soutenu que Victor était innocent. Edith aurait même déjà désigné un autre homme comme étant responsable, quelqu'un dont elle disait avoir très peur lorsqu'elle le voyait dans la rue. Mais personne ne la croyait, car la société faisait confiance au travail d'enquête accompli. Mais c'est ce « mais » qui provoque le rebondissement. Début 2012 environ. 18 mois après le crime, un test a été réalisé sur le mégot de cigarette retrouvé sur les lieux. Tu te rappelles que j'ai dit que cet examen était très difficile et prenait trop de temps à l'époque? D'ailleurs, ça, à mon avis, c'est une grosse erreur de l'enquête, non? De mettre la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous allez voir. Enfin, tenez bon. Le mégot a donc été analysé et le résultat du test est tombé. Les enquêteurs étaient certains que l'acide désoxyribonucléique qui serait trouvé sur ce mégot serait celui de Victor. Cependant, tout le monde a été surpris lorsque le résultat de l'acide désoxyribonucléique a désigné une autre personne. Un individu appelé Marcos Diaz, qui était le petit ami actuel de Johanna à l'époque du crime. Vous comprenez, ce type était le petit ami de Johanna quand elle a été tuée. Mais l'enquête s'est tournée vers l'ex-petit ami parce qu'il avait des antécédents de fort caractère. Tu connais cette histoire de condamnation sur des preuves indirectes. Et à Babacar, parfois, ça arrive, mais voyons ce qui s'est passé après ça. Revenons un peu en arrière dans le temps. Au début de 2010, Johanna avait commencé une relation avec ce type-là. Marcos Gabriel Diaz, 37 ans, surnommé El Tosco. Peu après le début de leur relation, elle a emménagé avec lui. Mais rapidement, elle a commencé à se plaindre auprès de ses amis que ce type était un peu jaloux. Enfin, pas qu'un peu, très jaloux, possessif, et il la menaçait toujours avec une arme à feu. Tu te rends compte? Ces mêmes amis ont aussi témoigné que le jour où elle a perdu la vie, Johanna était avec Marcos dans son pick-up. Et ils ont eu une dispute. Et elles étaient toutes dans la voiture au moment où Marcos a menacé Johanna, disant que si elle faisait encore quelque chose qui ne lui plaisait pas,
elle allait voir les mêmes témoins assurer que ce disque vinyle qui avait aussi été retrouvé sur la scène du crime était un album qui se trouvait dans la voiture ce jour-là. Johanna avait aussi avoué à ses amis qu'elle voulait rompre avec cet homme, mais qu'elle avait peur parce qu'elle ne savait pas comment s'il réagirait. Et regardez, ces témoins-là ont même été entendus à l'époque de la mort de Johanna. Et Marcos a même été arrêté. Et il a assuré qu'il avait en effet laissé Johanna, qu'il avait été avec elle et qu'il l'avait laissée à cet endroit-là pendant la nuit. Mais ensuite, il serait parti sans rien faire avec elle. Cependant, comme il n'avait aucune preuve contre lui, Marcos a été relâché, un peu mis de côté dans l'enquête. En plus, le fait que l'ex de Johanna ait une réputation de fort tempérament a aidé ce gaz-là à s'en sortir. Et là, regarde le problème que l'enquête était en train de se créer elle-même. Marcos et Vítor ne se connaissaient pas. Et avec ce test acide désoxyribonucléique qui désignait Marcos, un mandat d'arrêt a donc été émis. Mais quand Marcos l'a appris, il s'est enfui et il est resté en cavale pendant 15 jours. Il s'est ensuite présenté de lui-même au commissariat avec un avocat. C'était déjà en juillet 2013, donc 3 ans après le crime, Marcos a été jugé. Et lors de ce procès, face à la preuve acide désoxyribonucléique incontestable, disons, il a partiellement admis le crime. Il a avoué qu'il avait été le dernier, en effet, à voir Johanna, à être avec elle ce jour-là, et qu'il aurait pu faire cela avec elle. Le jury, malgré cela, a considéré Marcos comme le seul coupable de meurtre au premier degré contre Johanna Casas. Et il a donc reçu une peine équivalente à celle de l'ex-mari de Johanna. Mais là, maintenant, il y avait un grand problème juridique. Il y avait 2 hommes condamnés et emprisonnés individuellement pour le même crime. Et il a même été suggéré qu'ils auraient agi ensemble, tu sais. Un complot là pour ôter la vie de Johanna. Mais cela a vite été écarté car il était impossible de le prouver et franchement, ça n'avait aucun sens. Pourquoi ces 2 hommes voudraient-ils tuer l'ex ou l'actuel ? Rien n'a été avancé dans cette partie de l'enquête, disons dans cette partie B, qui puisse prouver cette collusion entre ces hommes. Le fait est qu'à ce moment-là, l'Argentine s'était retrouvée avait entre les mains une affaire juridique anormale et inédite. Anormale, les gars, j'utilise ce terme comme ça, d'accord ? Rien de technique, mais c'est juste mon point de vue, parce que s'ils avaient agi ensemble, d'accord, ils auraient été condamnés pour le même crime. Mais il y avait quoi avec B, n'est-ce pas ? En fait, c'était vraiment une grosse erreur, j'imagine, de la part de l'enquête dans toute cette affaire. Parce que réfléchis, comment peut-on clore une enquête de cette façon ? T'as là le mégot où il y avait probablement un acide désoxyribonucléique. Ça pourrait être l'acide désoxyribonucléique de n'importe qui, non ? Après tout, c'était là, en plein milieu de la forêt. Ça pourrait, oui. Mais tu vois, un mégot de cigarette au milieu d'une zone dégagée dans une forêt, ce n'est pas quelque chose de si normal que ça. Donc il est probable que ça ait vraiment été laissé là par le meurtrier. Il y a aussi le disque qui appartenait à ce Marcos-là. Le gars a laissé le disque sur la scène du crime, non ? Mais enfin, le même mois, les avocats de la défense de Vítor Singaloni, qui étaient emprisonnés là-bas injustement, disons, ont donc fait appel. Après tout, il était maintenant prouvé que Marcos était le seul responsable de la mort de Johanna. Les avocats de Vítor voulaient donc sa libération, mais cet appel a été rejeté et Vítor a de nouveau été maintenu là, également considéré comme coupable de la mort de Johanna. En novembre de la même année, les avocats ont de nouveau fait appel, cette fois devant la Cour suprême. Et là, finalement, la justice a reconnu qu'il y avait eu une grande faille dans l'enquête et qu'il n'y avait aucune preuve contre Vítor. Après plus de 3 ans de détention, Vítor a été libéré et toutes les accusations ont été abandonnées. Après avoir retrouvé sa liberté et prouvé son innocence, Vítor a rejoint sa famille et son épouse Edith. Les seuls qui l'ont toujours compris et soutenu là-bas ont compris son innocence. Le couple a donné plusieurs interviews à différentes chaînes de télévision et journaux, racontant leur histoire et essayant d'effacer le stigmate qui pesait sur eux. C'est-à-dire la jumelle qui a épousé l'homme qui a ôté la vie de sa sœur. Et ensuite, ils ont finalement réussi à être vus comme l'histoire d'amour qui a su triompher de tous les obstacles. Ainsi, ils sont finalement devenus un exemple de dépassement de soi. Tous deux évitaient de parler de Johanna et peu à peu, les parents d'Edith ont tenté de se rapprocher d'elle. Mais le rapprochement avec Valentin, le père, a été très difficile car il n'a jamais surmonté la perte de Johanna. Et toutes les choses qu'il a dites sur Edith aussi, surtout en public, n'est-ce pas ? Toutes ces choses-là, ont causé un malaise général, une grande blessure, une grande cicatrice dans la relation entre le père et la fille.
Mais cette histoire n'est pas encore terminée, d'accord? Le mariage d'Edith et de Victor n'a pas duré longtemps, car après que la population ait un peu perdu l'intérêt pour l'affaire, que tout s'était un peu calmé. Disons, ils ont commencé à avoir des problèmes conjugaux dans leur relation, et ils ont divorcé environ 3 ans plus tard. Selon les dernières nouvelles sur cette affaire, notamment concernant Victor Cingaloni, il aurait aujourd'hui environ 41 ans. Et il a fait la une des journaux en 2020, après avoir été le seul à contracter le Covid dans la ville de Pico Truncado. Et il y est resté hospitalisé pendant environ 1 mois, puis il a été autorisé à sortir. Actuellement, d'après ce qu'on sait, il est dans une nouvelle relation. Quant à Edith, elle a environ 34 ans. Elle est mariée et aurait eu un enfant en 2021. Cette nouvelle de l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille aurait apparemment rapproché un peu plus ses parents, mais pas comme elle l'aurait souhaité. Marcos Gabriel Diaz, âgé de 51 ans, a été condamné en 2013 pour la mort de Johanna. Il est toujours détenu à la prison locale de Pico Truncado et devrait être libéré peut-être grâce à un certain type de bénéfice en 2026, du moins, c'est ce que disent les sources. Quelle affaire, n'est-ce pas? Ces comportements sont un peu malsains, non? Tout cela est en fait un peu malsain, n'est-ce pas, dans la relation entre les parents d'Edith et elle. Même lorsque Jeanne était encore en vie, il y avait déjà cette question de faire une différence entre une fille et l'autre. C'est quelque chose qui a certainement dû causer un certain... Peut-être à un petit niveau, tu vois. Chaque personne est unique dans sa façon de percevoir les choses. Mais Edith a dû être bouleversée, tu sais, avec beaucoup de cicatrices. Je ne sais pas si elle a épousé Victor sur un coup de tête, probablement pas. Peut-être qu'ils s'aimaient vraiment, même si leur relation s'est terminée. Mais enfin, je voulais connaître votre avis sur ces détails de l'affaire. Quelle enquête c'était, n'est-ce pas? Quelle angoisse c'était? Et surtout, les amis, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pardonneriez à vos parents s'ils vous faisaient ça? C'était l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre compagnie, bisous du roux et à la prochaine.